venus ce soir pour la soirée, donc qui cette fois-ci, ce mois-ci, consacré donc à la question du logement. Juste avant de commencer, je rappelle pour les adhérents de la section Yvette cotisant un jour de votre cotisation que vous pouvez aller voter au fond de la salle là-bas. Et je vous rappelle aussi à toutes et tous que vous trouverez au fond de la salle des questionnaires qui sont édités par le parti et qui sont en lien avec un institut de sondage via Voice sur ce que veulent les Français, quel est leur état d'esprit aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent pour demain. Je vous invite à en prendre plusieurs et à le faire partager. Enfin, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais vraiment prenez-en et faites-le diffuser. On ne manque pas d'avis, sachant que l'objectif c'est toujours de faire 500 000 sondages de remplis, donc il faut y aller. Je vous rappelle qu'au fond de la salle, vous avez la bibliothèque, librairie, où vous pouvez retrouver des livres. Vous pouvez retrouver des livres vous pourrez retrouver le numéro de la revue du projet consacré au logement. Pour ça, il faut que vous laissiez votre nom à François et puis il vous les commandera. D'ailleurs, il y en a un numéro qui circule dans la salle. Je vous rappelle aussi que Pierre Laurent a sorti un livre, 99%, et qu'il est en vente au fond de la salle, que c'est pas juste une vente militante, mais qu'il y a du contenu quand même dedans, et que mine de rien, il est quand même pas mal écrit. Hein, donc voilà, c'est pas... Comment ? 9,80. Et qui coûte 9,80 voire 10 € si vous êtes gentil et pas à 20 centimes près. Et enfin, deux petites dates, je vous rappelle, alors pour les adhérents de l'Yvette, je vous rappelle que notre AG de section, notre conférence de section, c'est vendredi et samedi 13 et 14 à ces horaires-là, mais évidemment, oui. Et la prochaine date de notre conférence, de notre cycle de conférences, donc la date en juin, qui sera le 7 juin, avec pour thème la laïcité, comme intervenant Alexandre Buteau, qui est un professeur de philo. Donc la laïcité, c'est un thème assez d'actualité, tout comme le thème de ce soir, qui est le thème du logement. Donc je vous présente Stéphane Jolis, qui est membre du cabinet de Yann Brossa, qui est donc maire adjoint à la mairie de Paris, en charge du logement, ça tombe bien. Voilà, donc Stéphane Jolis qui nous fait donc le plaisir de venir nous parler donc, de cette question-là ce soir. Juste une petite introduction, parce que pourquoi le logement ce soir ? Pour vivre dans nos sociétés, il faut trois choses. Il faut pouvoir manger, il faut pouvoir être en bonne santé, mais avoir un toit, c'est aussi pas mal. Et ça nous a semblé plutôt pertinent que de faire justement une séance sur le logement. Et donc, j'en dirai pas plus. Stéphane, je te laisse la parole. Merci. Vous pouvez m'appeler Sébastien aussi. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci. Et bonjour à tous. Et Yann s'est excusé de ne pas pouvoir être là puisqu'il est en assemblée générale de section ce soir. Il tenait évidemment à être avec ses camarades dans son arrondissement et c'est pour ça que je suis venu le remplacer. J'en profite juste aussi pour vous faire passer. Alors j'avais prévu un petit PowerPoint mais mon appareil est tombé en panne donc c'est pas grave. J'en ai peut-être pas pour tout le monde. Vous êtes plus nombreux que ce que j'avais tiré. Mais c'est évidemment simplement pour suivre, j'espère être assez clair sans aussi. Alors aujourd'hui, donc la séance est sur le logement. L'idée étant de partir de l'expérience que nous on a à Paris sur le logement, sur cette question évidemment particulièrement sensible dans le contexte parisien et l'expérience qu'on a d'autant plus depuis 2014 où dans le cadre d'une majorité d'union à Paris, PS, PC, Europe Écologie Les Verts, nous avons un adjoint au logement, donc Yann Brossa, sur ce premier poste, premier centre d'intérêt des Parisiennes et des Parisiens. C'est d'autant plus un centre d'intérêt qu'on en avait fait lors de notre bataille politique de 2014 le point central d'accord au sein de cette majorité et le point central vraiment de débat et de cristallisation des attentes de la population. Quelques mots simplement sur le contexte dans lequel on évolue à Paris avant de présenter justement les axes de la politique qu'on a menée et ses limites aussi et ses difficultés qu'on peut rencontrer. À Paris, on est dans un contexte où 60% des Parisiens sont locataires, ce qui est l'inverse du contexte national. 60% des Français sont propriétaires aujourd'hui, donc ça crée aussi d'autres attentes. C'est aussi un lieu, mais ça ne vous a pas échappé, je pense,
de spéculation extrêmement violente sur le logement, qui ne permet plus à un certain nombre de couches populaires et de classes moyennes de vivre à Paris, on avait fait le calcul juste avant d'arriver en 2014 sur cette responsabilité, avec un prix de vente des logements qui a été multiplié par 2,5 en 10 ans, ce qui est énorme. Et on avait fait un petit calcul très simple qui est assez emblématique, c'est que cette feuille de papier, si on la rapporte au sol à Paris, ça coûte plus de 500 €. La surface de cette feuille de papier, contre 200 au début des années 2000. C'est dire à quel point la spéculation est violente. Et donc la montée à la fois de la précarité dans le logement, la montée des déplacements, l'éloignement des lieux de travail, mais aussi plus généralement un problème sur la ville, la fermeture des commerces de proximité remplacés par des grandes surfaces, etc. Et donc notre bataille majeure, c'était de dire il faut que cette ville, on y ait encore le droit d'y vivre quand on n'est pas extrêmement riche et qu'on ait les moyens de combattre la spéculation. Pour être clair, on ne partait pas de rien, hein. La municipalité était de gauche depuis 2001. Depuis 2001, elle avait produit du logement social en nombre assez conséquent, 70 000 logements à peu près en une quinzaine d'années. Mais on constatait plusieurs problèmes qui posent vraiment des problèmes de fond, hein, sur la conception politique de la ville. D'une part que malgré la politique de gauche à Paris depuis 2001, la spéculation avait continué de faire des ravages, hein, c'est 2,5 fois, hein, ce prix qui avait continué d'augmenter. D'autre part que c'était une ville extrêmement déséquilibrée. On a des arrondissements où on a du logement social de manière importante, 30-35%, d'autres arrondissements où on est à moins de 1%. Bref, Paris est aussi une ville de ghetto de riches, assez présent et assez mobilisé aussi. Et puis enfin que ce qu'on produisait, même quand on produit du logement social auquel on est attaché, ne répond pas forcément à la demande. Pour expliquer brièvement, le logement social, ça recoupe une diversité de logements avec différentes catégories, avec différents financements. Et on se rendait compte qu'on produisait finalement des logements sociaux qui étaient souvent même trop chers pour les populations qu'on avait besoin de loger, entre autres pour les ménages les plus populaires. D'où l'idée qu'on avait eue pour 2014, c'est de dire le logement doit être notre bataille prioritaire pour la ville de Paris, combattre la spéculation, encadrer les loyers, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis produire du logement social. Produire du logement social pour être aux environs de 30% de logements sociaux à Paris d'ici 2025 ou 2030. On a des petits débats dans le cadre d'une majorité, hein. Le plus tôt c'est le mieux pour nous parce qu'on pourra toujours aller plus loin après. Donc un enjeu important dans un contexte quand même qui est hyper compliqué sur le logement. Et pas que à Paris, un contexte national difficile. Ça fait des années qu'on a vu des successions de lois, et on pourra y revenir si vous le voulez tout à l'heure, hein, des lois qui marchandisent progressivement le logement social. C'était la loi qui était assez importante du mandat de Sarkozy, la loi Boutin. Des lois qui réduisent les aides sociales au logement, et donc des difficultés importantes pour les locataires. Et puis un contexte international aussi de pression sur le logement social. Je prends deux exemples qui sont pour moi assez emblématiques. D'une part, la crise de 2008, elle naît des subprimes, elle naît de l'immobilier. L'immobilier est vraiment le lieu capitaliste par excellence et d'investissement de toute la spéculation. Et y compris en Europe aussi, des attaques importantes sur le logement social. Des attaques importantes qui ne sont pas beaucoup relayées. On connaît bien les directives services pour marchandiser tout ce qu'on peut marchandiser d'ailleurs en Europe. Elles concernent aussi le logement, et entre autres le logement social. Le logement social étant considéré comme un lieu qui serait en dehors du marché et donc qui serait évidemment mal vu dans le cadre de la concurrence européenne et de la concurrence qu'il peut y avoir aussi dans le domaine du logement. Donc un contexte quand même assez hostile, avec des locataires en souffrance, avec des impayés. Pour dire simplement, hein, en 6 mois de crise en 2008, c'est 15% d'impayés en plus. Donc la crise, c'est directement un impact sur les ménages et un État qui ne veut plus financer. Nous, aujourd'hui, à Paris, on finance 3 fois plus le logement social que l'État sur toute la France. Hein. Donc ça vous donne une idée du désengagement de l'État successif, des ministres et des gouvernements de droite, et qui n'a pas beaucoup changé depuis 2012.
Donc l'idée qu'on avait, nous, c'était de réfléchir à la fois à des mesures immédiates, répondre aux besoins au maximum, et puis mener la bataille de fond pour, sur les questions de la spéculation, commencer à inverser la tendance. Tout en sachant qu'on n'est pas parlementaire et que Paris reste une ville, qu'on n'a pas tous les leviers, mais qu'on peut, par notre action, y compris municipale, montrer qu'on peut faire autrement une politique du logement à Paris. Avec 4 grands axes, que vous trouvez aussi sur le document que j'ai fait passer. Le premier, c'était de protéger face à la spéculation, protéger les locataires, agir sur le privé en particulier, parce que c'est là que se soucie qui est le problème majeur. Deuxième idée, au-delà de protéger, c'est de produire, et donc de produire du logement social, de produire un logement qui ne soit plus dans le cadre d'une spéculation immobilière. Troisième idée, parce que ça nous paraissait extrêmement important, changer aussi le fonctionnement du logement social. Parce que le logement social aujourd'hui est stigmatisé assez largement. Il est vu comme un lieu où on loge vraiment les plus pauvres, où c'est des publics en difficulté, où certains d'ailleurs reprennent le thème de l'assistanat, etc. Donc il fallait changer cette image du logement social, le rendre positif, attractif, parce que c'est un service public, clairement, et ça peut être un service public clé pour lutter contre la spéculation. Et la dernière chose, c'était d'associer au maximum les habitants. Parce qu'on ne peut pas faire une bonne politique si les habitants ne sont pas concernés, et s'ils ne se mobilisent pas, on échoue clairement dans notre bataille politique, et on échoue tant à faire comprendre notre politique qu'à réussir des politiques qui répondent aux besoins. Donc associer au maximum les habitants. Je vais donc essayer d'expliquer rapidement un certain nombre finalement de choses, de dispositifs qu'on a construits, inventés, pas toujours avec succès, et on en tirera un bilan critique à la fin de l'expérience, quand nous on sera à la fin de mandat. Et donc en premier lieu, parce que c'était vraiment le chantier majeur pour nous, la première chose qu'on souhaitait faire, c'était protéger face au marché, protéger face à la spéculation. Avec une première mesure, et c'est la plus emblématique, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est pas nous, c'est plutôt l'État, c'est l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, vous en connaissez peut-être le mécanisme. Après, s'il y a des questions précises sur ces différents points, on pourra y revenir. L'encadrement des loyers visait à réduire cet effet inflationniste majeur qu'on avait constaté sur le logement à Paris. Ça s'est fait par une loi, c'est la loi Allure, la loi Duflot, qui a prévu cet encadrement des loyers. Ça s'est fait aussi, on évoquait juste avant d'ailleurs, juste avant la séance, ça s'est fait aussi parce que depuis des années, la gauche à Paris et les élus, en particulier les élus communistes et les élus verts, se sont mobilisés pour demander un encadrement des loyers. Ça ne s'est pas fait uniquement parce que Cécile Duflot est arrivée au ministère, même si elle a porté le projet. Et pour nous, ça a été déjà une première bouffée d'oxygène, cet encadrement des loyers. Ça n'a pas résolu le problème que les logements sont encore trop chers à Paris, on y reviendra si vous le souhaitez, mais ça a réduit, en particulier pour les petits logements, ça a réduit les prix des petits logements. Et surtout, et à mon avis c'est là aussi que l'encadrement des loyers commence à être intéressant, ça démontrait que, contrairement à ce qui était affirmé depuis quasiment plus de 2 siècles, depuis 1789, la propriété n'était pas si sacrée que ça. On avait le droit d'intervenir sur la propriété, n'en déplaise aux lobbies qui sont extrêmement puissants et qui combattaient cette loi. Donc, encadrement des loyers qui n'était pas directement de notre fait, mais nous on l'a accompagné aussi parce qu'on sentait bien la difficulté sur ce logement privé. On l'a accompagné parce qu'on a, par une charte qu'on a appelée charte anti-spéculative. L'idée de cette charte, c'était de passer des engagements avec les promoteurs immobiliers, dont on sait l'appétit pour le gain, le profit, d'autant plus à Paris, où on peut vendre des logements à plus de 10 000 € le mètre carré. L'idée qu'on avait sur cette charte anti-spéculative, c'était que dès lors qu'on cédait ou qu'on vendait un terrain de la ville, parce que sur tous les terrains de la ville, on ne construit pas toujours du logement social ou des équipements, l'essentiel, on les utilise, mais sur les quelques terrains qu'on valorise financièrement, la ville a aussi besoin de ressources financières,
on crée des engagements, un contrat finalement, avec les promoteurs. Et on les sélectionne sur un critère, c'est le prix de vente de leur logement. S'ils vendent de manière spéculative, de manière simple, on ne leur vend pas le terrain. Donc ils ne font pas d'opération. Et c'est par cette idée de charte que l'on a pu contrôler des prix de sortie des logements, d'éviter qu'ils nous produisent des logements justement à plus de 10 000 € du mètre carré sur des terrains qui étaient des terrains qui appartenaient à la ville. On contrôle aussi la qualité, l'environnement, etc. Mais c'était un enjeu, c'était de contrôler le prix de sortie, inspiré en cela d'un certain nombre de mairies, dont Saint-Ouen, qui l'avait expérimenté, avec ce qu'ils ont appelé la charte promoteur, qui justement contrôlait aussi cette production de logements. Donc encadrer, faire en sorte que ces prix finalement arrêtent de s'envoler, même s'ils sont encore beaucoup trop chers pour un certain nombre de ménages de Parisiens. Ça, c'était la première idée. Deuxième idée, dans le cadre d'un logement cher, évidemment, il y a beaucoup d'impayés. L'idée essentielle, c'était de lutter contre les expulsions, qui sont violentes, toujours, pour les familles, qui sont l'occasion de ruptures sociales, familiales, qui sont évidemment complètement inhumaines, tout en sachant que les expulsions... on n'en est pas directement responsable. C'est-à-dire que c'est la préfecture de police, c'est la préfecture de région qui mettent en œuvre, ce sont les tribunaux, mais ce n'est pas directement la ville. Donc là, nous ne pouvons pas directement agir sur l'expulsion. Ce que l'on a fait en lien avec les groupes politiques de la majorité, mais aussi en lien avec les associations, et ça c'est évidemment important, c'était de se battre pour que... d'une part, on protège tous les locataires qui étaient menacés d'expulsion, c'est-à-dire qu'on les recense, qu'on soit en capacité de leur proposer un accompagnement social, qu'on soit en capacité de leur proposer un accompagnement juridique quand ils en ont besoin, et souvent ce sont des ménages qui sont aussi fragilisés, et qu'on mène un rapport de force avec l'État pour qu'il n'expulse pas les ménages qu'il n'a pas le droit d'expulser. Parce qu'il y a deux cas où on n'a pas le droit d'expulser des gens. Le premier, c'est quand c'est célibataire, et ça c'est... bonne chose. Et le deuxième, c'est quand les ménages sont reconnus par l'État comme DALO, c'est-à-dire droit au logement opposable. Ils sont prioritaires pour avoir un logement social, ils ne l'ont pas encore eu, et ils n'ont normalement pas le droit d'être expulsés. Et on s'est rendu compte très vite qu'il y avait un jeu, c'est-à-dire qu'une préfecture de région nous disait on ne peut pas expulser ces ménages, et la préfecture de police disait oui, mais si la préfecture de région n'a pas donné un logement, nous on peut les expulser parce que la préfecture de région ne fait pas son travail. Bref, l'État se renvoyait la balle entre eux, ce qui était fort sympathique, sauf pour les centaines, voire plusieurs milliers de locataires qui subissaient des expulsions tous les ans. Et donc on a clairement créé les conditions d'un rapport de force avec eux, en leur imposant systématiquement que tous les dossiers soient examinés, en regardant avec eux les situations, et en demandant à la région de faire son boulot, c'est-à-dire de reloger les gens comme elle s'y était engagée. Troisième idée, enfin, toujours sur ce marché privé, parce que c'était un enjeu pour Paris, c'était de lutter contre des situations d'illégalité que sont les meublés touristiques. Alors, entre autres, des sites comme Airbnb, c'est le plus connu, c'est le plus célèbre. Pourquoi lutter contre des meublés illégaux? Parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de l'appropriation par des promoteurs, par des gros investisseurs de logements qui en font de la spéculation dessus, il y avait aussi une appropriation par ces structures-là d'un certain nombre de logements qui n'étaient plus destinés aux gens qui vivaient et habitaient à Paris, travaillaient à Paris, et qui rentraient dans le cadre d'un logement très spéculatif. Une chambre Airbnb bien située en plein cœur du Marais, ça peut être plus de 100 € la nuit, c'est un hôtel chic, pour 10 mètres carrés, il n'y a aucun souci. Et donc, on est encore en train, et on n'a pas gagné, parce qu'ils sont féroces en face, on mène une bataille importante aussi pour dire la priorité, ça doit être la population. C'est ceux qui travaillent et vivent à Paris. Et ceux qui, finalement, utilisent des logements pour faire de la spéculation, on les contrôle, on fait des opérations à l'homme, enfin, il faut y aller de manière musclée, à un moment, il faut savoir taper clairement le poing sur la table, et on essaye au maximum de faire en sorte que Paris soit avant tout un espace où les gens puissent vivre et travailler. C'était pas anecdotique, on a encore des rues à Paris où il y a 20% des logements qui sont passés dans le touristique, qui ne sont plus du tout pour la population, c'est énorme. Donc ça représente des dizaines de milliers de logements. C'est la première ville au monde avec les meublés touristiques, devant New York, devant Londres, devant Berlin, etc. C'est absolument fascinant. Donc l'idée, vraiment, c'était refuser les règles du tout marché,
et agir sur le privé au maximum qu'on peut, sachant qu'une partie des compétences, c'est quand même l'État, où c'est une bataille avec des acteurs privés fort spéculatifs. Donc première idée, c'était celle-là. Deuxième idée, parce qu'on ne pouvait pas évidemment se contenter de ça, c'était de produire du logement social. Produire du logement social, ça s'est fait symboliquement très vite par un chiffre, 7500, plus de 7000 logements sociaux par an. Il fallait produire plus de 7000 logements sociaux par an nouveaux, pour avoir une offre qui évidemment augmente. Et ça s'est fait aussi avec l'idée qu'il fallait un investissement majeur de la ville de Paris pour construire ces logements sociaux. Il ne suffisait pas seulement évidemment de demander aux bailleurs de le faire, ils n'ont pas toujours les ressources, il fallait un investissement majeur. Cet investissement a fait l'objet d'un débat important, houleux, avant même l'élection. Et l'idée qu'on avait eue à ce moment-là, c'était de dire, nous, si on n'a pas le budget nécessaire pour mener notre politique, on ne part pas en union ensemble. Il nous faut de l'argent. Et c'est comme ça, plusieurs mois de débat au sein de la majorité, c'est comme ça qu'on a eu les moyens de faire cette politique. C'est 3 milliards d'euros pour la mandature consacrés à la production de logements sociaux. C'est quand même assez conséquent pour une ville. Par rapport à tout l'ensemble, c'est vraiment la majeure partie, enfin une grosse partie du budget de Paris part sur cette production de logements sociaux. Et pour produire ces logements sociaux, évidemment, il faut de l'argent, mais il faut aller récupérer des terrains, il faut faire un travail de prospection, il faut aller chercher. Il faut aller les chercher là où ils sont. Exemple, la SNCF chez nous, ils avaient plein de terrains. La SNCF, ils avaient une idée, c'était on vend ces terrains hyper chers à des promoteurs, ils nous sortent des logements, ils se font un gros bénéfice, nous aussi. Et là, on a imposé un rythme de travail systématique, parce qu'on a les moyens. Il ne faut pas croire que c'est pas parce que c'est un grand acteur qu'on n'a pas les moyens. On a des moyens en bloquant des permis de construire, etc. On peut tordre un peu le bras, au moins à des acteurs même comme la SNCF, en leur disant, nous, on veut que vous vendiez vos terrains, il y en a une partie, vous ferez de l'argent dessus, mais il y en a une partie où on fera du logement social. Et on fera plus de 10 000 logements sur vos terrains. Ça a été assez long, on a passé finalement des protocoles avec eux. C'est vrai avec d'autres grands acteurs publics. Donc mener une bataille pour produire. Deuxième idée en lien avec ça, produire c'était évidemment important, mais produire partout. Produire partout à Paris, ça supposait de s'attaquer, ce que je disais tout à l'heure, au ghetto de riches. C'est-à-dire à l'ouest parisien, qui comptait 1, 2, 3% de logements sociaux. Il faut voir une difficulté qu'on a à Paris, c'est que vous connaissez sans doute la loi qui dit qu'il faut 25%. Enfin, avant c'était 20, maintenant c'est 25% de logements sociaux. Sauf qu'à Paris, ce n'est pas compté par arrondissement, c'est compté pour tout Paris. Donc si Paris fait 25% à des endroits à 50 et des endroits à 1%, ça passe, légalement. Donc il fallait clairement mener des opérations dans ces espaces-là. Mener des opérations, ça voulait dire récupérer tous les terrains qu'on pouvait récupérer, racheter des terrains, systématiquement là où on pouvait les racheter, et puis ne pas hésiter à aller au tribunal quand il faut pour construire du logement. Il y a des projets où on a passé 5 ans au tribunal pour les imposer, ça a commencé avant, ça se poursuit aujourd'hui. Il faut aller au tribunal, il faut démontrer qu'à un moment, le refus du logement social est une violence extrêmement forte pour la population qui en a besoin. Vous l'avez peut-être vu encore récemment sur un centre d'hébergement dans le 16e arrondissement, qui était assez épique, puisqu'on a quitté la salle sous les sifflets au bout de 20 minutes. Mais il faut mener la bataille, parce que l'opinion suit. Les gens ne comprennent pas à un moment qu'il y ait des ghettos de riches et qu'on ne puisse pas construire quand même quelques logements, quelques hébergements ou bases d'hébergement dans ces espaces. Et enfin, dernière chose, parce que c'était un problème majeur à Paris, pour construire, il faut du foncier, du terrain. On n'en a pas beaucoup parce que Paris est déjà assez dense, mais il faut qu'on puisse capter partout où on peut des logements, des immeubles ou du foncier dès qu'ils se vendent. Et c'est ce qui s'appelle donc le droit de préemption. On a fait le choix très vite de l'étendre. Ce droit de préemption, on a passé notamment un règlement qui permet d'étendre ce droit de préemption et donc de récupérer des immeubles au moment où ils sont vendus, ou des logements, au moment où ils sont vendus par leurs propriétaires. Ça a fait grincer pas mal de dents parce qu'on s'attaquait encore un peu à la propriété et aux lois du marché. Mais nous, on a joué la carte de la transparence. On a dit, on prend toutes les zones où il manque de logement social, les zones de grand déficit, où il n'y en a vraiment pas à l'arrondissement, vraiment localement, les rues,
des espaces particuliers où il manque vraiment de logement social, il manque de mixité sociale. Et on donne un certain nombre d'adresses, on a pris à peu près 8000 logements, où on dit tout logement qui sera vendu à cet endroit-là, la ville le prend. Alors évidemment, les propriétaires ne sont pas toujours ravis. En attendant, ça nous permet de produire du logement. Et ça nous permet de produire des fois un logement au sein d'une copropriété. C'est pas grave. Ça fait de la mixité, ça crée des dynamiques sociales un peu différentes. Et ça nous permet aussi de contrôler quand même un peu le niveau de spéculation, hein, de réduire le niveau de spéculation. Donc, produire une offre sociale, produire du logement social, capter tout ce qu'on peut capter, même si évidemment, au regard de la spéculation qui existe, ça représente des masses financières considérables. On a la chance d'avoir l'argent à Paris ou en Corse, c'est partie des collectivités riches. C'est pour ça qu'on peut le faire aussi, comparé à d'autres collectivités. Troisième idée, bon, pas trop, on a avancé un peu, tu me dis, je pense. Troisième idée, donc changer aussi le fonctionnement du logement social. Faire en sorte que le logement social ne soit pas uniquement ce qu'on a bien voulu concéder aux populations très pauvres qu'on avait sur notre territoire, comme c'est parfois encore le cas dans les représentations, et donc améliorer le fonctionnement du logement social. Avec deux idées importantes pour nous. La première, c'était d'être transparent sur notre façon d'attribuer des logements sociaux. Trop souvent, on est accusé que le logement social soit un outil clientéliste, etc. C'est pas forcément toujours complètement faux. Et à Paris, c'était complètement vrai parce qu'on a eu Chirac quand même. Donc c'était assez. Et Tibéri. Et Tibéri, voilà. Mais Tibéri, c'était. Madame. Voilà, c'était la succession naturelle. Et donc, on a mis en place un système de points qui permet de trier les dossiers. Alors, certains peuvent dire que c'est un peu du classement des souffrances sociales, c'est vrai aussi, mais ça permet d'hiérarchiser les demandes et de dire, voilà, il y a des dossiers qui sont vraiment prioritaires et on peut rendre ça objectif et visible pour les demandeurs de logement. Alors qu'à Paris, c'est 220 000 les demandeurs de logement. On a à peu près 200 000 logements sociaux, il y a 220 000 demandeurs en attente. Donc, autant vous dire qu'avec nos 7 000, on est loin, mais on travaille. Et donc l'idée, c'est ce système de points, évidemment un intérêt pour que ce soit transparent, on l'étend petit à petit, il y a des acteurs qui sont moins pressés que d'autres, le 1% patronal n'est pas très pressé d'appliquer notre système, il ne l'applique pas d'ailleurs pour l'instant, mais tout ce qui relève de la ville, on le fait appliquer. Ça a un autre intérêt, qui à mon avis est peut-être aussi fondamental que la transparence, c'est de dire voilà les choix politiques aujourd'hui, voilà nos priorités. Aujourd'hui, on donne un certain nombre de points pour des femmes victimes de violences, parce que c'est une priorité politique d'une municipalité de gauche. Aujourd'hui, on donne beaucoup de points pour des personnes en situation d'expulsion, parce que l'expulsion est une souffrance. Et on donne peut-être un peu moins de points sur d'autres enjeux. On donne un peu moins de points, par exemple, sur le handicap. Alors, on nous le reproche, mais on peut assumer une politique publique. On peut dire, nos priorités, c'est celle-là, aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, les choix en termes de points. Première idée, donc, ce système de points. Et deuxième idée, c'est promouvoir le choix. Pendant assez longtemps, finalement, le logement social, d'un coup, on avait une demande qui courait. À Paris, c'était en moyenne 7-8 ans. Et puis d'un coup, paf, ça tombait, on avait un courrier. On est passé en commission, on ne sait pas toujours pourquoi. Ça arrive assez tardivement. Et donc, on a voulu aussi que les gens puissent exprimer un choix. Ça se fait dans les pays européens, Pays-Bas, Angleterre, depuis un certain nombre d'années. Ce qu'on a commencé à mettre en place, ça marche plutôt bien, mais c'est encore le début, c'est de dire voilà un certain nombre de logements disponibles qui correspondent à des ménages, on a un 3 pièces qui correspond à un ménage entre 2 et 4 personnes, qui correspond à un tel niveau de loyer, avec un tel niveau de charge, qui est situé dans tel quartier, vous pouvez candidater dessus. Donc vous êtes actif dans votre demande. C'est intéressant parce que derrière, ensuite, c'est classé par les points restent importants, mais ça permet que les gens ne sont pas d'un coup on m'a proposé, j'habite dans le sud de Paris, on m'a proposé un logement dans le nord de Paris, ça m'est tombé dessus, en même temps, j'ai pas trop le choix, j'ai pas de solution, si je le prends pas, on va bloquer mon dossier 1 an. Enfin, ça permet quand même d'être un peu plus actif, c'était assez positif, ça permet d'être plus transparent, et ça permet de dire aussi que le logement social, finalement,
c'est un droit, on est présent dans sa demande, c'est pas le fait du prince, c'est pas quelque chose qui vous tombe, c'est pas du clientélisme, c'est quelque chose sur lequel on est actif. Donc changer le fonctionnement du logement social, c'était l'idée vraiment de mener une politique plus transparente qu'elle était avant, un peu plus propre, plus irréprochable, c'est pas parfait, il y a encore beaucoup de doutes, et c'est normal, ça finira par s'atténuer, on espère, mais c'est l'idée de générer une forme de confiance, même dans un climat tendu. Il faut retrouver cette confiance, on la perd aussi sur le plan politique. Il y a 200 000 demandeurs en attente, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils vont attendre longtemps, et pourquoi à un moment c'est difficile. Et que s'ils veulent changer les choses, il faut qu'ils se mobilisent avec nous. Ce qui m'amène à mon dernier point, donc la dernière idée enfin, c'était au maximum d'associer les habitants. Associer les habitants tant dans le parc social que dans le parc privé. On a pour ça essayé de mener deux actions pour changer un peu la manière dont se font nos politiques, pas seulement d'en haut. La ville de Paris, c'est une grosse machine, très technocratique, très lourde parfois à bouger. Et donc on a eu deux idées qui ont été lancées, une avant 2014 et une après. C'est essayer de faire de l'habitat participatif à Paris et renforcer l'association des habitants dans le monde du logement social. Pour le premier, l'habitat participatif, si vous voyez à peu près ce que c'est l'idée donc que des groupes se construisent ensemble, réfléchissent à un projet sur un terrain, voilà, c'est les castors anciennes, produisent ensemble un logement. Et donc nous on a mis 3 terrains, c'est des petits terrains, on a commencé modestement, 3 terrains en disant faites des projets, construisez des projets qui soient sociaux, qui soient ouverts sur le quartier, qui intègrent d'autres populations, qui fassent vivre les quartiers, et vous aurez un mécanisme d'aide, de décote de la ville. Sans propriété individuelle, c'est de la propriété collective, du sol et du bâti. Donc première idée, c'était d'essayer d'encourager les habitants, y compris à se mobiliser. On avait 3 terrains pour une trentaine de logements, c'est tout petit. On a eu 1200 candidats. Et encore, on a coupé le site très vite parce que sinon, il y avait trop de monde. Ce qui prouve qu'il y a quand même une attente des gens de dire nous, on ne veut pas seulement être logé quelque part, on veut être acteur de notre logement. Première chose. Et la deuxième chose qui est complètement en cours, c'est tout récent, c'est d'améliorer le fonctionnement du logement social dans la gestion quotidienne. On n'est pas seulement, quand on est locataire, celui qui doit juste payer son loyer, ses charges et être tranquille avec ses voisins. On doit pouvoir agir dans le domaine du logement social. Pour ça, on a fait ce qu'on a appelé une conférence de citoyens, c'est-à-dire qu'on a pris 19 locataires au hasard dans notre parc social. On les a enfermés pendant 2 week-ends dans une salle, on les a formés, on a fait tout un protocole de formation et on leur a proposé de répondre à une question simple, comment améliorer la qualité de vie dans votre logement social, dans le logement social à Paris. Et donc ils se sont formés, ils ont travaillé, ils ont auditionné des gens et ils nous ont rendu un avis très riche, avec plein d'idées à l'intérieur, en nous disant voilà, nous si on était aux commandes, on ferait ça. Alors il y a énormément de choses, ça coûte très cher, il y a plein de problèmes, mais on a assumé de dire voilà, cet avis-là, nous on va essayer d'en faire une politique avec. On va essayer de l'intégrer à nos politiques et on veut que les habitants du parc social puissent évaluer ce qu'on a fait, pas fait, bien fait, mal fait au quotidien. Et donc c'est un système un peu nouveau d'association des habitants, ça va produire des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'on va leur permettre d'avoir des budgets participatifs qui décideront comment attribuer un certain nombre de moyens financiers dans leur résidence, 1 million d'euros, alors c'est pas important, mais c'est pas énorme au regard du parc de logement social, mais c'est quand même un geste, 1 million d'euros, c'est pas non plus négligeable. C'est aussi obliger tous les bailleurs sociaux à tous les ans rencontrer les locataires dans toutes les résidences, ils ne le faisaient pas, rarement, ils le faisaient quand il y avait une crise majeure dans une résidence, ils y allaient. Là, on les oblige systématiquement à concerter, on les oblige à rendre des comptes, on oblige la ville à rendre des comptes sur son travail, parce que nos bailleurs sociaux, c'est aussi la ville qui doit rendre des comptes. Donc voilà, l'idée de dire on doit maintenant faire du logement social un espace où on vit bien, un espace de qualité, c'est pas seulement on vous a octroyé un logement, vous n'avez plus qu'un seul droit, c'est de vous taire et de bien payer votre loyer. Donc ça c'est une bataille importante parce que ça nous permet de mobiliser les habitants.
Et sans eux, notre politique, on aura beau produire, s'ils ne se mobilisent pas, on va produire les 40 000 logements sur la mandature, 45 000, il y en a 200 000 qui attendent, il y en aura peut-être 250 000 à la fin de la mandature. On n'épuisera jamais le stock. Donc s'ils ne se mobilisent pas avec nous, on sera en échec. On aura beau produire, on sera en échec. Voilà donc un certain nombre d'idées sur lesquelles on a travaillé. Il y en a d'autres, on pourrait revenir dans le débat sur l'écologie, l'insalubrité, sur d'autres formes de location plus solidaires. C'est d'autres chantiers qu'on a un peu en cours. L'idée importante pour nous maintenant, et on en discutait aussi avant le débat, c'est encore une difficulté, c'est de faire connaître ces avancées. Parce qu'aujourd'hui, tous les Parisiens ne connaissent pas ces avancées et on a encore plein de boulot à faire. Ne plus être aussi que sur du quantitatif, c'est-à-dire dire il faut de la qualité de vie dans la ville. On n'est pas seulement des producteurs, il faut de la qualité, il faut que les habitants participent, il faut qu'ils puissent se mobiliser. Et c'est comme ça qu'à mon avis on pourra répondre aux deux enjeux, qui sont vraiment les deux enjeux clés sur Paris, mais sur la ville de manière générale, sur les villes aujourd'hui. C'est la lutte contre une appropriation de l'espace qui aujourd'hui est extrêmement violente, l'appropriation de l'espace par des couches aisées. Et donc lutter contre ce modèle d'une ville assez néolibérale, ce qui est une théorie qui sont assez clairement établies, et puis permettre la mobilisation, l'appropriation des habitants sur leur capacité d'agir finalement sur la ville, qui est déterminante pour que nos politiques marchent et pour qu'on puisse continuer à les mener de la meilleure manière possible. Voilà. Merci. Hey!